Jujutsu Kaisen fait son retour un an après sa fin pour lui donner une suite du nom de Mojuro. Ce manga est là pour apporter un plus au lore de Jujutsu Kaisen et aussi répondre aux mystères laissés par l'auteur. Aujourd'hui, je vais donner toutes les informations pertinentes du premier chapitre et surtout expliquer les enjeux que nous présente Mojuro. Mais avant ça, on va tout d'abord commencer par le commencement. 2080. 62 ans après l'incident provoqué par Kenjaku qui a ravagé presque tout le Japon, on retrouve les petits enfants de Yuta dans la cave des Gojo. D'un côté, on a Yuka, âgé de 10 ans, et Tsurugi de 11 ans. Avant ça, il faut savoir que Yuta est devenu entre-temps le chef du clan Gojo, et il s'est aussi marié avec Maki. Du côté des autres exorcistes, on n'a pas vraiment de confirmation, mais l'auteur nous a explicitement montré des signes pour Yuji et Megumi. On peut comprendre que Yuji peut être potentiellement marié avec Ozawa, en se basant sur la réaction de Megumi et Nobara. Et justement pour Megumi, ça serait peut-être un mariage avec l'ange, alias Kuruzu. L'auteur nous a aussi montré explicitement un potentiel mariage entre les deux, ce qui veut dire qu'on peut potentiellement avoir les enfants de Megumi et Yuji dans Mojuro. Mais avant ça, on va tout d'abord se concentrer sur le principal. 2086. 68 ans après la traque meurtrière, on suivra l'aventure des petits-enfants de Yuta et Maki, qui sont à l'âge de 16 ans et 17 ans. Les deux sont en froid à cause d'un événement, mais avant ça, il faut revenir un peu plus en arrière pour expliquer cette cassure entre les deux. Tsurugi avait passé la plupart de son temps avec Maki. Les deux se ressemblent, puisque les deux ne possèdent presque pas d'énergie occulte. Sauf qu'à l'inverse de Maki, qui en avait juste un petit peu au début. Lui, on en a tout simplement pas du tout. C'est un cas similaire à Toji. Déjà, dès le début, c'était lui le plus fort des deux. Le temps qu'il passait avec Maki, c'était pour s'entraîner afin de s'assurer d'être le plus fort. Yuka avait de son côté passé la plupart de son temps avec Yuta. Avec le temps, il a décidé de lui offrir sa bague. Et cette bague n'est pas ordinaire, car c'était la relique qui le liait à Rika. Yuta lui a offert comme protection jusqu'à qu'elle devienne une puissante exorciste. Quelque temps après, Maki meurt sans aucune raison. Sa mort est une chose que personne n'attendait en premier temps, parce qu'il n'y avait aucun signe qui le montrait. Après cette nouvelle, la santé de Yuta s'est aussi détériorée, jusqu'au jour où lui aussi de son côté est parti pour la rejoindre. Après la mort des deux, le clan Gojo a fait quelque chose de bizarre. Ils ont confisqué la bague de Yuka, qui était censée la protéger, pour le donner à son gros frère Tsurugi. Le clan Gojo jugeait que cette bague devait être portée par le plus fort des enfants. À cause de ça, les deux se sont disputés, et malheureusement ça a créé une cassure entre les deux. De base, Tsurugi ne voulait pas cette bague, parce que selon lui, posséder cette chose est synonyme de faiblesse, étant donné que sa grand-mère Maki lui a dit que cette chose sert uniquement de protection. Pour lui, l'avoir, c'est comme s'il était considéré comme un faible. Pour ça, il a décidé de montrer sa valeur en tant qu'exorciste pour donner cette bague à sa sœur. De l'autre côté, Yuka veut absolument montrer au clan Gojo qu'elle est digne de porter cette bague. Pour ça, elle a décidé de se donner à fond pour essayer de le reprendre à son frère. Les deux se sont fixés un objectif et ils veulent se montrer à la hauteur. À partir de ce jour, tout a changé pour eux. Il faut savoir que le Japon a énormément changé depuis la traque meurtrière. Maintenant, les Japonais sont devenus le centre d'attraction de tout le monde. Ils sont maintenant vendus à prix d'or sur le marché du trafic d'êtres humains. Et les enfants japonais sont aussi kidnappés. La raison, c'est parce que l'énergie occulte vient des émotions des Japonais. Ce qui veut dire que les exorcistes naissent forcément du Japon. Maintenant que le monde entier est au courant à cause du plan de Kenjaku, le monde entier essaie de s'accaparer cette énergie. Dans un deuxième temps, le Japon a subi une forte baisse en puissance des exorcistes. Depuis la traque meurtrière, on sait même pas s'il existe des exorcistes au niveau de Gojo ou Yuji Itadori. Actuellement, le monde ne sait pas encore que les exorcistes sont devenus faibles avec le temps. Et l'arrivée des extraterrestres sera là pour leur montrer la vérité au monde entier, si une guerre venait à se déclencher. 2086, état du Nevada, altitude 30 000 mètres. Des aliens appelés les Sumériens débarquent sur la Terre, transportant plus de 50 000 personnes. Ils demandent une chose, être accueillis en tant que réfugiés. Les Sumériens sont arrivés avec une conviction que les États-Unis étaient le plus puissant pays de cette planète, mais ils se sont vite rendus compte que le Japon possède maintenant tous les pouvoirs diplomatiques. Un des Sumériens semble posséder le pouvoir de la clairvoyance, car il était capable de découvrir qu'au Japon, il y avait une race qui était similaire à la leur. Il a réussi à le voir grâce à sa particularité du troisième œil. Et ce troisième œil a l'air d'être leur source de pouvoir principale, comme on l'avait avec le premier Sumérien qui nous a été réellement introduit. Maru, Yuka et Tsurugi sont assignés à une mission où leur but est de tout simplement régler le mystère de la disparition des enfants. Leur instructeur est un dénommé Usami. Pour les gens qui ont besoin d'un petit rappel, alors Usami était considéré comme le plus fort des exorcistes de classe 1. Ce personnage nous a été mentionné dans le chapitre 253 par Kusakabe, mais on l'a jamais vu dans l'œuvre jusqu'à qu'Akutami nous le révèle dans le volume 28. Il était considéré comme un exorciste qui suivait uniquement les autres instances. C'est pour ça qu'on l'a jamais vu débarquer dans le combat face à Sukuna, comme ça ne faisait pas partie de son devoir. Ce monsieur Usami dans Mojuro doit forcément être son fils, ou même son petit-fils, parce que s'il devrait potentiellement être en vie, il devrait forcément dépasser la centaine, puisque quand l'auteur nous l'avait dessiné, il avait l'air d'avoir la quarantaine avec le dessin d'Akutami. Du côté de la fratrie des Okotsu, on comprend que même 6 ans après cette dispute entre les deux, rien n'a changé. Yuka éprouve tellement de haine envers son frère qu'elle s'en fout de ce qu'il pourrait lui arriver. Alors que je vous rappelle, dans la mission, il a été enlevé. Et même après ça, elle voulait tout simplement pas l'aider. C'est carrément Maru qui est obligé de la raisonner pour lui faire comprendre les enjeux. On peut voir qu'elle était vraiment marquée par ce jour au point de le haïr, alors que lui de son côté, il n'avait juste pas le choix. Elle n'a toujours pas compris que pour lui-même c'était aussi difficile et qu'il le porte à contre-cœur. Tsurugi veut montrer au clan Gojo qu'il n'a tout simplement pas besoin de cette bague de protection. Au premier abord, il ne sent pas s'entendre avec sa sœur, mais au fond lui tout ce qu'il désire c'est de devenir le plus fort. Il ne sent pas haïr sa sœur comme elle le fait de son côté, mais sa froideur et son comportement c'est ce qui agace le plus sa sœur. Même si de son côté elle a le seum, elle reconnaît la valeur de son frère, il a toujours été un vrai bosseur. C'est pour ça que même après avoir perdu dans leur petite confrontation, elle s'est rendu compte de l'écart de puissance qui les séparait. Mais pour autant, elles ne sont pas être découragées par la suite. Les deux semblent avoir un potentiel proche de Yuta et Maki. Dès leur premier duel, on sent qu'ils ont eu un bon entraînement de la part de la famille Gojo, comme on peut le voir avec la petite chorégraphie de Taijutsu qui nous a été donnée. Déjà pour Tsurugi, il ne possède pas d'énergie occulte, et c'est sûrement dû à un serment inné, donc sa puissance égalera Maki, voire même la dépasser. Alors déjà on peut noter qu'il possède dans son arsenal une bonne maîtrise à l'épée.
l'épée. En plus, son épée est particulière car ça lui permet de créer des étincelles entre le fourreau et la dégaine pour ensuite générer des flammes. On peut aussi noter qu'il possède une maîtrise de la nouvelle école de l'ombre, ce qui promet pour la suite. Pour Yuka, elle a l'air de suivre le même chemin que Yuta et elle devrait posséder une grande quantité d'énergie à mon avis. Du côté de ses compétences, on peut voir qu'elle peut infuser ses points de la propriété de son énergie occulte, ce qui lui donne un aspect de griffe. Comme vous savez, dans Jujutsu Kaisen, chaque exorciste possède un trait d'énergie occulte différent. Par exemple, pour celui d'Akari, elle est comparée à une batte de baseball entourée de barbelés. Et pour Kashimo, c'est de l'électricité. Ce trait, c'est ce qu'on appelle la propriété, ce qui donne un aspect à ton énergie occulte. Pour Yuka, son énergie occulte doit être tranchant en vue des développements de ses griffes. Grâce à ça, elle arrive à bien attaquer son adversaire avec des techniques comme morsure en vrille. Actuellement, ils sont assez jeunes et ils possèdent déjà une bonne base en exorcisme, même si le plus fort d'entre eux reste de loin Tsurugi avec son physique et ses techniques qu'il possède. Pour l'instant, on peut voir que les deux ont un potentiel très intéressant à développer. Maru est un extraterrestre qui semble plutôt être drôle et insouciant au premier abord, mais dans son allure de comédien, il se cache sûrement un monstre de puissance avec des pouvoirs qui dépassent de très loin ce qu'on a pu voir. Déjà, on comprend qu'il possède un frère jumeau. D'ailleurs, c'est celui qu'on a vu au tout début du chapitre. Les deux ont une relation compliquée parce que son frère le voit comme un incapable, ce qui a tendance à l'énerver. Cette incompréhension des deux frères est en train de créer une tension entre les deux. Même si du côté de Maru, lui tout ce qu'il souhaite, c'est que tout revienne à la normale. Leur relation est un peu similaire à la fratrie Okotsu. Tout ça part juste d'une incompréhension. Maru nous a montré qu'il possède une intuition digne de Sato Gojo. Il a été capable de deviner le chemin exact qu'il devait emprunter pour la mission, alors que personne lui a donné d'indice. Ensuite, il nous a montré une petite partie de sa puissance en nous dévoilant son troisième œil. Il a projeté quelque chose envers son adversaire, ce qui l'a mis KO en un seul coup. Son sort a vraiment une grosse ressemblance avec l'extension du territoire de Gojo, qui te submerge tellement d'informations que ton cerveau lâche en un coup. Est-ce que ça veut dire que Maru vient de dévoiler son extension du territoire pendant quelques millièmes de secondes, comme Sato Gojo? On peut même aller plus loin. Est-ce que le sixième œil du clan Gojo est finalement un dérivé du troisième œil des Simuriens? Malheureusement, actuellement, nous-mêmes on sait pas. On verra seulement ce qui va se produire dans le prochain chapitre.